Comment une icône adorée par la planète entière peut-elle quitter le monde sans laisser la moindre image ? Le jour où Brigitte Bardot s'éteint, tout le monde s'attend à un dernier spectacle. Mais il n'y a rien. Pas de mise en scène, pas de déclaration officielle, presque un vide. Ce silence brutal devient un choc. Une question s'impose alors. Et si sa dernière apparition avait été précisément de ne plus apparaître ? Après les funérailles de Brigitte Bardot, son mari a rompu le silence, choquant le monde entier. Car cette parole n'est pas venue de n'importe qui. Elle est venue de Bernard Dormal, l'homme que l'on appelait l'époux invisible. Celui qui, pendant des décennies, avait choisi de s'effacer pour mieux protéger celle qu'il aimait. Son silence avait toujours été interprété comme de la distance, parfois comme de l'indifférence. Mais lorsqu'il s'exprime enfin, le monde comprend qu'il s'est trompé. Bernard ne parle pas du mythe, ni de la star, ni de la légende nommée Brigitte Bardot. Il parle d'une femme épuisée d'être regardée, enfermée dans une image que le temps refusait de laisser vieillir. En quelques phrases sobres, sans colère ni recherche d'effet, il fait basculer le récit. Ce n'est plus une histoire de cinéma ou de gloire, mais le témoignage d'une vie vécue sous pression constante, d'un amour silencieux et d'un retrait devenu nécessaire. À cet instant précis, le deuil se transforme en question collective. Avons-nous vraiment su voir Brigitte Bardot autrement que comme une icône ? Et surtout, étions-nous prêts à entendre ce que son silence cherchait à nous dire depuis si longtemps ? Ce qui aurait dû être un moment de recueillement consensuel s'est transformé, dès les premières heures, en une source de malaise diffus. Les funérailles de Brigitte Bardot, organisées dans le sud de la France, n'avaient rien d'un adieu spectaculaire. Aucun dispositif médiatique, aucune solennité théâtrale, aucune tentative de transformer la mort en image. Tout, au contraire, semblait pensé pour réduire le regard, pour contenir l'émotion, pour refuser le bruit. Le cercueil était d'une sobriété presque déroutante, la cérémonie volontairement brève, l'assistance réduite à un cercle restreint d'être choisi avec soin. Cette austérité n'était pas une omission. Elle ressemblait à une décision. Une dernière déclaration de principe, muette mais inflexible. Dans un monde habitué à consommer ses icônes jusqu'au dernier instant, ce choix a profondément dérangé. Beaucoup attendaient un ultime face-à-face, une image à retenir, un symbole à figer pour l'éternité. Ils n'ont trouvé qu'un vide soigneusement entretenu. Ce refus frontal de la mise en scène a heurté le désir collectif de voir, de posséder une dernière fois celle qui avait tant été regardée. Très vite, la tension est montée, perceptible dans les commentaires, les silences embarrassés des chaînes d'information, les questions laissées sans réponse. Pourquoi tant de retenue ? Pourquoi ce retrait presque radical, jusque dans la mort ? La cérémonie, par son dépouillement, a mis en lumière un conflit plus profond. Il ne s'agissait plus seulement d'un rapport tendu entre une femme et la presse, mais d'un affrontement silencieux entre une volonté individuelle et une attente collective. Bardot, même absente, continuait de résister. Elle refusait d'être livrée une dernière fois au regard public, comme si elle rappelait sans un mot que son corps, son image et son histoire ne seraient jamais totalement appropriables. Cette attitude, loin d'apaiser, a provoqué une forme de frustration sourde. Le monde voulait regarder. On lui demandait de détourner les yeux. Au centre de cette scène dépouillée se tenait Bernard Dormal, immobile, silencieux, presque imperméable au tumulte invisible qui l'entourait. Sa présence n'était pas celle d'un homme écrasé par le deuil spectaculaire, mais celle d'un gardien attentif, comme s'il veillait à ce que rien ne déborde, à ce que rien ne trahisse l'intention profonde de celle qui l'accompagnait une dernière fois. Chaque détail semblait confirmer que rien n'était laissé au hasard. L'intimité n'était pas une concession, mais une ligne de défense. Ce choix radical a peu à peu révélé son véritable sens. Les funérailles n'étaient pas seulement un adieu, elles étaient une frontière. Une manière de dire que la relation entre Bardot et le monde avait changé depuis longtemps, et que ce changement ne serait pas annulé par la mort. En refusant le spectacle, elle refusait l'ultime appropriation. Elle rappelait que l'admiration n'autorise pas tout, que l'amour du public
peut devenir une forme de possession, et que cette possession peut à terme étouffer. Ce malaise collectif, cette impression d'avoir été tenu à distance, a préparé le terrain de ce qui allait suivre, car plus le silence se prolongeait, plus il devenait chargé de sens. Plus l'absence d'image se faisait sentir, plus les questions se multipliaient. Et au cœur de ce trouble grandissant, une évidence commençait à s'imposer. Ces funérailles n'étaient pas la fin d'une histoire, mais le début d'un conflit ouvert entre ce que le monde croyait savoir de Brigitte Bardot et ce qu'elle avait réellement choisi d'être. Un conflit que le silence ne faisait qu'exacerber et qui allait bientôt trouver une voie inattendue. Au milieu de ce calme presque irréel, une silhouette finit par concentrer tous les regards, non pas par un geste, ni par une parole, mais précisément par son absence de mouvement. Bernard Dormal reste là, droit, silencieux, comme s'il faisait corps avec l'austérité du lieu. Depuis des décennies, il est cet homme que l'on ne voit jamais, que l'on n'entend pas, celui qui a choisi l'ombre à une époque où la lumière semblait inévitable. La presse l'a longtemps décrit sans le connaître, distant, effacé, parfois soupçonné de soumission. Mais en cet instant précis, ses clichés se fissurent. Son silence n'a rien de vide. Il paraît chargé, presque lourd, comme s'il contenait quelque chose que le monde n'a jamais eu le droit de toucher. Ce jour-là, son immobilité intrigue davantage que n'importe quel discours. Autour de lui, les murmures s'installent, discrets mais persistants. Qui est vraiment cet homme resté hors champ pendant toute une vie médiatique? Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il entendu? Qu'a-t-il choisi de taire? L'idée circule, insistante, presque obsédante. Bernard Dormal sait des choses. Il a protégé des choses. Des fragments de vérité, des zones d'ombre, peut-être même des blessures que personne d'autre n'a jamais eu accès à formuler. Et plus il se tait, plus cette hypothèse gagne en force. Pendant des années, ce silence a été interprété comme une absence. Aujourd'hui, il apparaît comme une posture. Une position tenue avec une constance rare, presque dérangeante, dans un univers où l'exposition est devenue la règle. Bernard n'a jamais cherché à exister à travers Brigitte Bardot, et pourtant, il a partagé son retrait, son isolement progressif, sa défiance envers le regard public. Là où d'autres auraient parlé pour exister, il a choisi de se taire pour préserver. Cette attitude, longtemps incomprise, prend soudain une autre dimension. Elle ressemble moins à un effacement qu'à une forme de veille silencieuse. À mesure que les heures passent après la cérémonie, le malaise grandit. Les journalistes scrutent ces rares déplacements, analysent ces silences comme s'ils étaient des indices. Rien ne vient, aucun signe, aucun mot. Et c'est précisément cette retenue absolue qui rend la tension presque insupportable. Car dans l'imaginaire collectif, le silence n'est jamais neutre. Il suggère une vérité contenue, une décision délibérée de ne pas livrer ce qui pourrait bouleverser l'ordre établi. Bernard Dormal devient alors, malgré lui, le centre invisible du récit, non parce qu'il parle, mais parce qu'il refuse de le faire. Ce refus agit comme un révélateur. Il oblige chacun à reconsidérer la relation entre Bardot et le monde. Si lui s'est tu pendant si longtemps, c'est peut-être parce que la parole avait déjà trop circulé ailleurs. Peut-être parce que tout avait été dit par d'autres, souvent à la place de celle qu'il aimait. Son silence prend alors une valeur presque sacrée, comme un rempart dressé contre l'appropriation permanente de l'intime. Il ne protège pas une image, mais une personne. Il ne défend pas une légende, mais une fatigue, une lassitude, une humanité que peu ont voulu voir. Et plus cette idée s'impose, plus le calme apparent se transforme en attente fébrile, car un silence aussi dense ne peut pas durer éternellement sans produire d'effet. Il appelle une rupture, une fissure, un moment où ce qui a été retenu devra, d'une manière ou d'une autre, trouver une issue. Bernard Dormal, en restant impénétrable, prépare sans le vouloir le terrain d'un choc bien plus grand que n'importe quelle déclaration improvisée. Car si cet homme parle un jour, ce ne sera pas pour nourrir la curiosité, ce sera pour déplacer le regard, pour contraindre le monde à entendre ce qu'il n'a jamais voulu écouter. Et c'est précisément cette possibilité, suspendue dans l'air, qui rend son silence si profondément inquiétant.
Moins de 48 heures après les funérailles, alors que le monde s'habitue à l'idée d'un adieu sans image, l'impensable se produit. Bernard Dormal parle, mais il ne le fait ni devant les grandes caméras, ni dans le vacarme des chaînes d'information. Il choisit un média culturel, discret, presque confidentiel, comme s'il voulait préserver la justesse du ton, éviter toute emphase, garder la maîtrise d'une parole attendue depuis trop longtemps. Ce choix, à lui seul, surprend. Il suggère une intention claire, dire l'essentiel et rien de plus. Dès les premières phrases, la légende vacille. Bernard ne s'adresse pas au public en deuil, il ne convoque ni souvenir glorieux, ni image iconique. Il parle d'une femme épuisée d'être regardée. Le contraste est saisissant. Là où le monde pleure un mythe, lui dit adieu à une présence intime, fatiguée, usée par des décennies de projection. En quelques mots sobres, il déplace le centre de gravité du récit. Ce n'est plus une commémoration, c'est une bascule. On quitte l'hommage convenu pour entrer dans une zone plus trouble, plus humaine, où l'admiration cesse d'être innocente. Sa voix ne tremble pas. Elle ne cherche pas les faits. Elle avance avec retenue, presque avec pudeur. Bernard décrit un quotidien que personne n'a voulu voir. Le poids des regards répétés, l'impossibilité de vieillir sans être ramené sans cesse à ce qu'elle fut. Il évoque la fatigue de devoir exister à travers des images figées, de ne jamais être autorisé à changer sans décevoir. À cet instant, quelque chose se fissure dans l'écoute collective. Le récit ne célèbre plus une trajectoire exceptionnelle, il interroge le prix payé pour l'avoir incarné. Très vite, les mots circulent. Ils sont repris, cités, commentés. Mais leur force ne réside pas dans une révélation spectaculaire. Elle tient à leur sobriété. Bernard ne règle aucun compte, il n'accuse personne nommément. Il décrit un mécanisme, celui d'une admiration mondiale qui, à force d'insistance, finit par devenir une contrainte, une pression diffuse, constante, que personne n'assume vraiment parce qu'elle est partagée par tous. Le public se retrouve alors face à une question inconfortable: qu'a coûté, humainement, cette fascination sans limite ? À mesure que l'entretien se déroule, le ton reste inchangé. Pas de nostalgie appuyée, pas de larmes exposées. Seulement une lucidité calme, presque dérangeante. Bernard parle de nuits sans sommeil, de moments de doute, de cette sensation d'être aimé pour ce qu'elle représentait, mais rarement entendue pour ce qu'elle ressentait. Il insiste sur un point qui frappe particulièrement. L'amour du public, lorsqu'il refuse d'évoluer, peut devenir une cage. Cette idée, prononcée sans colère, résonne comme une accusation involontaire. Le récit change alors de nature. Ce n'est plus l'histoire d'une star, ni celle d'un couple retiré du monde. C'est une enquête émotionnelle sur les effets collatéraux de la célébrité. Une exploration de ce que signifie être désiré, admiré, célébré, puis figé dans cette célébration jusqu'à l'épuisement. À travers la parole de Bernard, Brigitte Bardot cesse d'être un symbole monolithique. Elle redevient un être traversé par des contradictions, des limites, des renoncements. L'impact est immédiat, mais aussi diffus. Les réactions ne sont pas uniformes. Certains saluent le courage de cette parole tardive, d'autres s'interrogent sur son opportunité. Mais tous sentent que quelque chose a été déplacé. Le silence qui entourait les funérailles prend un sens nouveau. Il n'était pas un simple refus de la mise en scène, mais la continuation d'un combat ancien, celui de préserver un espace intérieur face à un monde qui n'a jamais appris à détourner le regard. En choisissant ce moment précis pour parler, Bernard Dormal n'a pas rompu le silence pour le plaisir de rompre. Il a ouvert une brèche par laquelle s'engouffrent désormais des questions que l'on croyait réglées. Que doit-on à ceux que l'on admire ? Jusqu'où peut aller l'amour du public sans devenir une forme d'emprise ? Et surtout, que reste-t-il lorsqu'une icône demande, enfin, à être laissée tranquille ? Ces interrogations flottent désormais dans l'air, suspendues, prêtes à redéfinir non seulement l'histoire de Bardot, mais notre rapport collectif aux figures que nous élevons au rang de mythes.
La tension atteint son point de bascule lorsque Bernard Dormal laisse échapper une information que personne n'attendait vraiment, mais que beaucoup redoutaient sans le savoir. Il évoque l'existence de lettres. Des lettres écrites au fil des années, parfois dans la solitude la plus complète, parfois au cœur de nuits trop longues pour être habitées par le sommeil. Des textes qui n'étaient pas destinés à être lus, encore moins publiés. Des mots écrits pour tenir debout, pour respirer, pour survivre. À cet instant précis, le récit change de densité. On ne parle plus seulement d'une perception publique, mais d'une trace intime, patiente, accumulée dans le silence. Ces lettres dessinent une Brigitte Bardot que le monde n'a presque jamais regardée. Non pas l'icône flamboyante figée dans l'éternité de sa jeunesse, mais une femme lucide, consciente, profondément fatiguée d'être enfermée dans une image qu'elle n'a jamais pu faire évoluer aux yeux des autres. Bernard parle d'une écriture sans emphase, sans mise en scène, des phrases simples, parfois sèches, parfois d'une clarté presque douloureuse. Bardot y observe sa propre existence comme on observe une cage dorée dont on connaît chaque barreau. Elle ne s'y plaint pas de la célébrité en tant que telle, mais de son immobilité, de cette impossibilité d'être autre chose que ce que le monde a décidé de conserver d'elle. Dans ses lettres, chaque photo d'archive devient un rappel cruel. Chaque scène mythique, chaque image ressassée, agit comme une chaîne supplémentaire. On la célèbre pour ce qu'elle fut, jamais pour ce qu'elle est devenue. Vieillir, douter, changer, tout cela semble interdit lorsqu'on appartient à la mémoire collective. Bernard explique que Bardot avait parfaitement compris ce mécanisme. Elle savait que l'admiration mondiale fonctionnait comme une fixation. Plus elle était aimée pour son passé, plus son présent disparaissait. Cette lucidité, loin de la libérer, l'a rendue encore plus consciente du piège. La force de cette révélation ne tient pas à un scandale. Il n'y a rien de sensationnel, rien de choquant au sens habituel du terme. Et c'est précisément ce qui rend la situation si troublante. La tragédie n'est pas cachée dans un secret explosif ou une confession tardive. Elle se trouve dans l'usure lente, presque imperceptible, d'une vie vécue sous des millions de regards. Une fatigue cumulative, faite de petites renonciations, de silences répétés, d'un retrait progressif devenu vital. Ces lettres ne racontent pas une chute brutale, mais un épuisement continu. À mesure que Bernard évoque ses écrits, une prise de conscience s'installe. Le public comprend que le silence de Bardot n'était pas une absence de pensée, mais au contraire, une activité intérieure intense. Elle écrivait parce qu'elle ne pouvait plus parler. Parce que la parole publique ne lui appartenait plus. Chaque mot prononcé aurait été interprété, déformé, récupéré. L'écriture devenait alors le dernier espace où elle pouvait encore se dire sans être regardée. Un espace fragile, protégé, que Bernard a choisi de ne pas livrer entièrement, comme un ultime acte de fidélité. Cette révélation agit comme une onde de choc feutré. Elle ne provoque pas d'indignation immédiate, mais un trouble profond, durable. Le regard porté sur Bardot se transforme. Elle n'apparaît plus comme une figure volontairement retirée du monde par caprice ou lassitude, mais comme une femme qui a compris trop tôt que l'amour du public peut devenir une forme d'emprisonnement. Une prison sans mur visible, mais dont les barreaux sont faits de souvenirs figés, de nostalgie et d'attentes impossibles à satisfaire. À ce moment du récit, la tension est à son comble, précisément parce qu'elle ne cherche pas l'explosion. Elle repose sur une vérité dérangeante. La souffrance la plus profonde n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être discrète, répétitive, presque banale dans sa persistance. Les lettres de Bardot ne demandent ni pardon ni reconnaissance. Elles témoignent simplement d'une vie contrainte de se réduire pour ne pas se dissoudre entièrement sous le poids du regard des autres. Et c'est cette humanité silencieuse, révélée sans être exposée, qui bouleverse le plus. À la lumière de ce témoignage, quelque chose se réorganise dans la compréhension collective. La retraite de Brigitte Bardot, longtemps qualifiée d'excentricité, de caprice ou de lassitude soudaine, change radicalement de nature. Elle cesse d'apparaître comme une fuite personnelle pour être relue comme un acte de résistance. Une décision, consciente, presque stratégique,
prise face à un système qui ne laissait plus aucune place à l'évolution, au vieillissement, à la nuance. Bardot n'a pas simplement quitté le cinéma. Elle a rompu un pacte implicite, ce contrat affectif qui liait son image au désir du public. Refuser de continuer, c'était refuser d'être rentable en vieillissant, refuser de négocier son image mature, refuser les rôles tardifs pensés pour entretenir la nostalgie, refuser de devenir une archive vivante que l'on ressort à intervalles réguliers. Dans un monde où l'on demande peu aux icônes féminines de rester désirables ou de disparaître, elle a choisi une troisième voie, se retirer avant d'être consommée jusqu'au bout. Cette décision, longtemps incomprise, apparaît désormais comme profondément politique. Elle interroge le droit fondamental de se soustraire, de dire non, même quand tout pousse à dire oui. C'est dans ce contexte que la madrague prend une signification nouvelle. Ce lieu, souvent réduit à une image pittoresque ou à un refuge bohème, se révèle être une frontière, une forteresse intérieure, construite patiemment, faite de routines simples, de silences assumés, d'animaux recueillis, d'un isolement choisi. Là-bas, Bardot ne joue plus aucun rôle. Elle n'est ni actrice, ni symbole, ni projection. Elle est une femme qui organise son quotidien pour échapper à la confiscation permanente de sa personne. Bernard Dormal évoque cet espace non comme un retrait amer, mais comme un territoire reconquis. Un endroit où le regard extérieur cesse enfin d'imposer sa loi. Dans cette retraite, chaque détail compte. Les horaires immuables, les gestes répétés, la présence des animaux, le refus presque total des visites. Tout cela compose une discipline de survie. Non pas une solitude subie, mais une solitude choisie, pensée comme une protection. Le silence, loin d'être vide, devient structurant. Il permet de respirer, de penser, de vieillir, hors caméra. Cette vie austère, que certains ont moquée ou mal comprise, apparaît désormais comme le prolongement logique d'un combat ancien. Celui de rester sujet dans un monde qui transforme les individus en objets de fascination. Peu à peu, une évidence s'impose. Le véritable conflit de Bardot n'a jamais été contre le cinéma en tant qu'art, ni même contre la célébrité en tant que telle. Il était contre la confiscation permanente de son identité, contre l'idée que le public, parce qu'il aime, aurait tous les droits, contre cette logique qui fige les êtres dans une version d'eux-mêmes jugée acceptable, désirable, rentable. En se retirant, Bardot n'a pas déserté, elle a résisté. Elle a refusé de laisser son image continuer à parler à sa place. Cette relecture bouleverse profondément le récit dominant. Elle oblige à revoir des décennies de commentaires, de jugements hâtifs, d'interprétations simplistes. Ce que l'on prenait pour un effacement était en réalité un refus. Ce que l'on appelait isolement était une reconquête. Et ce silence, qui avait tant dérangé, apparaît désormais comme un langage à part entière. Un langage qui dit « il y a une limite à ce que l'on peut prendre, même au nom de l'admiration ». Dans cette retombée, la parole de Bernard Dormal agit comme un révélateur final. En éclairant les choix de Bardot sans les trahir, il permet de comprendre que la retraite n'était pas une fin, mais une ligne de front. Une manière de reprendre le contrôle là où tout semblait déjà perdu. Et tandis que le tumulte médiatique commence lentement à se calmer, une question demeure insistante, presque inconfortable. Si Bardot a dû disparaître pour rester libre, qu'avons-nous, collectivement, refusé de voir pendant tout ce temps ? Le récit arrive alors à son point de repos, non pas dans une réponse définitive, mais dans une question qui déborde largement le destin de Brigitte Bardot. Savons-nous aimer sans posséder ? Savons-nous admirer sans exiger, sans figer, sans retenir l'autre dans l'image qui nous rassure ? À travers cette histoire, ce n'est plus seulement une icône qui est interrogée, mais notre rapport collectif à celles et ceux que nous élevons au rang de mythes. Bardot n'a jamais cessé d'être regardé. Et c'est précisément ce regard incessant qui, peu à peu, l'a privé de son droit le plus élémentaire, celui d'exister en dehors de l'attente des autres.
Le silence final de Bernard Dormal, lorsqu'il annonce qu'il ne parlera plus, vient refermer le geste entamé par Bardot elle-même. Ouvrir une porte, laisser passer juste assez de vérité pour déplacer le regard, puis la refermer. Non pour cacher, mais pour protéger. Ce retrait n'est pas une fuite. C'est une limite posée avec fermeté, presque avec tendresse, pour que l'intime cesse, enfin, d'être dévoré. Bernard ne cherche pas à conclure l'histoire. Il en empêche simplement la confiscation finale. À la fin, l'héritage le plus dérangeant de Brigitte Bardot n'est ni un film culte, ni une photographie mythique, ni même une polémique. C'est une frontière. Une ligne invisible tracée entre l'admiration et l'appropriation. Elle rappelle que l'amour du public, lorsqu'il devient exigeant, peut se transformer en violence douce, et que refuser cette violence, même tardivement, est déjà une forme de victoire. Bardot n'a peut-être pas gagné contre le système, mais elle a gagné quelque chose de plus rare, le droit de se taire sans être immédiatement interprétée. Peut-être que sa dernière victoire n'a pas été de briller une fois de plus, mais de s'effacer volontairement, laissant derrière elle une interrogation inconfortable. Que faisons-nous de ceux que nous aimons trop ? Acceptons-nous qu'ils changent, qu'ils vieillissent, qu'ils se retirent ? Ou préférons-nous les enfermer à jamais dans ce qu'ils ont été pour nous ? Dans ce silence assumé, Bardot nous tend un miroir, et ce miroir ne renvoie pas son image, mais la nôtre. Cette histoire ne cherche pas à juger, mais à faire réfléchir. Elle nous rappelle que l'admiration n'est pas un droit de possession, et que le silence peut parfois être la forme la plus haute du respect. Si ce récit vous a touché, s'il vous a interrogé sur notre rapport aux icônes et à l'intimité, n'hésitez pas à partager votre réflexion en commentaire.